Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais dis, il arrive quoi à l'homme qui arrive au mariage puis qui n'est pas vierge? Hein? Pourquoi est-ce que c'est les femmes dont il est question? Ben, je vais essayer de répondre à la question avec un paradigme. On va parler un petit peu d'immigration. J'ai mis une carte ici là, qui représente les flux migratoires. Si on veut contrôler l'immigration dans un pays, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. En fait, si vous voulez contrôler les flux migratoires, vous avez deux possibilités. La première, c'est de mettre un espion, de mettre un agent derrière chaque migrant possible, derrière chaque migrant éventuel. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez des escortes partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Asie, et vous mettez derrière chaque personne qui possiblement peut immigrer vers la France un espion pour l'empêcher d'immigrer. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous dites, ok, on va leur laisser faire leur jeu, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une barrière tout autour de la France. On va être présent aux frontières, on va empêcher les gens de passer aux frontières. C'est laquelle qui est la plus simple à mettre en place de ces deux solutions? Là, la deuxième. La deuxième est la plus simple à mettre en place. Qui choisit d'ouvrir la porte d'une maison? Est-ce que c'est celui qui veut rentrer ou est-ce que c'est celui qui est dans la maison? C'est celui qui est dans la maison qui choisit d'offrir son lit et l'hospitalité à celui qui veut rentrer. Autrement, si une personne rentre dans la maison sans avoir l'autorisation et l'hospitalité de la personne qui habite dans la maison, on l'appelle un voleur. Oui ou non? Ou un brigand. C'est donc celle qui est dans la maison qui choisit si elle offre l'hospitalité. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose par rapport à la sexualité. Ce n'est pas à l'homme de choisir s'il peut rentrer dans telle ou telle femme, c'est à la femme de dire « ok, tu rentres ou tu ne rentres pas ». Si c'est valable pour les flux migratoires et pour l'hospitalité, ça l'est aussi pour la sexualité. Et c'est comme ça que Dieu le présente dans la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu le présente. Notez aussi une chose, c'est qu'un homme qui a des rapports sexuels en dehors du mariage est irresponsable et pêche. Mais une femme qui a des rapports sexuels en dehors du mariage l'est beaucoup plus. Je peux aller vers n'importe quelle femme et vivre dans la fornication, en ressortir aussi propre quasiment que j'y suis entré. Mais la femme ou les femmes vers qui je serai allé, si elles tombent enceintes, ont une vie entre leurs mains. Une responsabilité pour une personne qui vivra peut-être 80, 90 ans sur cette terre. Et qu'elles élèveront sans père. Ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsqu'il y a des rapports sexuels en dehors du mariage, et puis qu'il y a fécondation, alors on va faire l'avortement. Et c'est moi de vous dire que selon la parole de Dieu, avorter, c'est commettre un crime. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Qui est capable de dire à quel moment c'est un être humain qu'il y a dans le ventre de la femme et à quel moment ça n'est pas un être humain? Commettre l'avortement, c'est commettre un crime. Alors vous me direz, oui, mais pour les femmes qui se font violer. Donc parce qu'elle s'est fait violer, elle va commettre un crime contre un enfant innocent? Si vous n'en voulez pas dans l'enfant, accouchez-le et donnez-le. L'adoption existe, c'est une solution. Le mieux est encore de se préserver jusqu'au mariage. Chamfort disait ceci, les naturalistes disent que dans toutes les espèces animales, la dégénération commence par les femelles. Les philosophes peuvent appliquer au moral cette observation dans la société civilisée. La génération X, avez-vous déjà entendu parler de la génération X, la génération Y et la génération Z? Est-ce que c'est des termes qui vous sont familiers? Ouais. La génération X, en fait, c'est la génération qui m'a précédé. Moi, j'ai 26 ans, la génération qui était avant moi, bon, qui a, mettons, entre 35 puis 45-50 ans à peu près, là. Entre 35 et 45 ans, c'est la génération X. Même peut-être un peu plus âgée. La génération X. Ma génération est la génération Y, la génération qui me suit, qui nous suit, c'est la génération Z. Voilà ce qu'il était dit par rapport à la génération X. Quand ils ont interviewé pour la première fois les membres de la génération X, grosso modo ceux qui avaient en dessous de 25 ans, shocked a more traditional British public. Ok, cela a choqué le public traditionnel britannique. Still smarting from the... Ok, encore très ancré dans l'austérité qui a suivi les années de la guerre. Ce qu'a révélé le fait d'interviewer la génération X, c'est que c'est une génération d'adolescents qui étaient assez penchés dans tout ce qui avait attrait au rock, ou took purple arts, okay, qui prenaient de la drogue, et qui avaient des relations sexuelles avant le mariage.
et qui portaient aussi des habits outlandish, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être lance en tout cas. Mais ce qu'il est dit en fait, la génération X, donc la génération de ceux qui m'ont précédé, juste avant nous qui avons à peu près 25-26 ans, là, ou au-dessus ou en dessous, est la première génération qui a commencé à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Jusque dans les années, jusqu'à la fin des débuts 60, milieu 60, le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'était pas normal. C'était pas normal, on était très 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 mal vus. L'un des éléments qui a permis que ça arrive, c'est la pilule. La pilule, qui permet de réguler la naissance, qui permet de détruire l'ovule avant qu'il soit fécondé. Un autre élément, c'est qu'au XXe siècle, on observe qu'il y a eu une variation au niveau du comportement sexuel des femmes, mais en revanche, le comportement sexuel des hommes, lui, a très peu varié. En Occident, je vous parle. L'ennemi s'est essentiellement attaqué à la jante féminine. Prenez un autre élément, au niveau du travail. Le travail des hommes a peu changé durant le XXe siècle. Qu'est-ce qui a changé de l'autre côté? Par exemple, le travail des femmes. Là où, au début du XXe siècle, les femmes étaient essentiellement au foyer, s'occupaient des tâches de la maison et de leur famille, à la fin du XXe siècle, les femmes travaillent autant que les hommes. Ce qui est à la source d'ailleurs d'un grand nombre de déséquilibres qu'on retrouve aujourd'hui dans les milieux familiaux. Laissez-moi vous donner un paradigme. Alors ce que j'ai montré ici, là, c'est une brosse à dents. Vous connaissez tous ce qu'est une brosse à dents? Ouais. Ok. Si je prends une brosse à dents, que je me brosse les dents avec, ok, et puis que je viens voir le jeune homme qui est assis ici, Herman, c'est ça? Et puis Herman se brosse les dents avec aussi. Et puis je viens voir ici, c'est Joël, c'est ça? Puis Joël se brosse les dents aussi avec. Ok, donc on est déjà 3 à s'être brossé les dents avec. Comment tu t'appelles? Cindy? Si je te propose la brosse à dents, tu veux bien te brosser les dents avec? Non? Pour quelle raison? Là? Ok. Si je prends un yaourt, et puis j'ouvre l'opercule du yaourt, tac. Et puis là je plonge mon doigt dedans, je mets dans la bouche, je prends un peu de ce yaourt-là, et puis je viens voir la demoiselle qui est ici, prends un peu de yaourt, elle va mettre son doigt dedans, et puis en prendre, puis toi aussi, puis toi aussi. Et puis une fois que j'ai fait ça, comment tu t'appelles? Gary. Gary? Ok, Gary, tu en veux de mon yaourt? Non? Pourquoi? Parce que je sais pas où t'as mis tes doigts. Ah. Alors donc on sait faire preuve d'hygiène, et de sensibilité par rapport à ce qui a trait à notre bouche et l'hygiène de notre bouche. Il y a aussi beaucoup de valeurs morales qui sont derrière ça parce qu'au fond il y a très peu de chances d'attraper une maladie ou quelque chose comme ça en prenant un yaourt après quelqu'un ou une brosse à dents. C'est faible. C'est surtout au niveau moral en fait qu'on a certains tabous qui nous empêchent de faire ça. Si pour ce qui a trait à notre bouche que tout le monde voit, on est capable d'avoir un certain jugement et d'avoir des instruments ou de la nourriture qui est un usage propre, personnel. Combien plus doit être le cas pour les parties génitales, bien plus sensibles? Hein? Non? Puis un yaourt, quand on l'a ouvert, ça commence à pourrir après en plus. Hein? C'est fait pour être mangé par une personne. Alors ça, c'est un article scientifique fait en 2003, en mai 2003, qui porte sur ce qu'on appelle premarital sexual activities, les activités sexuelles avant le mariage. Vous entendez souvent dire à la radio, à la télévision, que l'endettement des ménages explique le taux de divorce. Vous entendez souvent dire à la radio, à la télévision, que l'échec scolaire des enfants peut être un facteur qui explique le taux de divorce. Par contre, il y a un élément dont vous entendez rarement parler. C'est les activités sexuelles avant le mariage. Est-ce qu'elles peuvent expliquer le taux de divorce? C'est intéressant parce que lorsqu'on s'y penche un petit peu, on constate que les activités sexuelles prémaritales peuvent quasiment à elles seules expliquer le taux de divorce et tout ce qui va avec. D'ailleurs, un élément intéressant, c'est que, vous le savez, avant les années 60, le divorce était quelque chose qui n'existait quasiment pas. C'était tout à fait marginal. De la même façon, les activités sexuelles avant le mariage, avant les années 60, n'existaient quasiment pas. C'était très marginal. Et les deux, lorsque la première génération, la génération X, a commencé à avoir des activités sexuelles avant le mariage, c'est aussi cette première génération-là qui va commencer à connaître des taux de divorce élevés.
Avoir au moins une relation intime avant le mariage est relié à une hausse de risque de divorce allant de 53 à 166%. Il y a un risque de dissolution maritale substantiellement plus élevé si la femme a eu à la fois des relations sexuelles avec un autre homme et cohabité avec lui. 166% versus 53% versus le gap de 53 à 119%. Pour les autres éléments en rapport avec les relations incluant quelque autre que l'époux, une différence qui est statistiquement significative. C'est énorme. Pour 5 minutes de plaisir, peut-être un petit peu plus pour certains, vous prenez le risque de voir votre futur foyer exploser. Vous augmentez le risque d'explosion de votre futur foyer de 53 à 166%. By the way, c'est une enquête qui a été faite sur une population féminine, pas sur une population masculine. C'est sur une population féminine que ça a été fait. Si je continue, les femmes qui étaient sexuellement actives avant le mariage font face à un risque de divorce considérablement plus élevé que les femmes qui étaient vierges à leur mariage. Ces taux élevés contribuent à l'augmentation du nombre de familles monoparentales avec la seule mère pour responsable. Beaucoup d'entre elles vivant en dessous du niveau de pauvreté, sans compter que les coûts personnels et émotionnels du divorce pour les parents et les enfants sont eux aussi très élevés. Puisque bien évidemment, le divorce est relié à un grand nombre de dépressions, de burn-out, de suicides, d'échecs scolaires des enfants, et puis pour le plus essentiel, le divorce est relié aussi à un grand nombre de personnes qui abandonnent la foi et délaissent Christ. Pour chaque année où elle repousse le sexe, le risque de dissolution maritale est réduit d'environ 8%, nous dit le même article. Plus de 25% des adolescentes de 14-17 ans actives sexuellement rapportent être déprimées la plupart ou une grande partie du temps, soit un ratio 3 fois plus élevé que pour les adolescentes non actives sexuellement. Les garçons de 14 à 17 ans étant actifs sexuellement rapportent être déprimés tout le temps, la plupart du temps et une grande partie du temps, soit 2 fois plus que ceux n'étant pas actifs sexuellement. 14,3% des filles sexuellement actives rapportent avoir effectué une tentative de suicide dans les 12 derniers mois, alors que seulement 5,1% des filles sexuellement actives non actives sont dans cette situation. Le contraste entre les jeunes hommes sexuellement actifs, 6%, ont tenté de se suicider dans les 12 derniers mois, et les garçons inactifs sexuellement, 0,7%, est encore plus grand, 8 fois plus élevé. Donc le fait de rester chaste, ça n'amène pas à la dépression, c'est l'inverse. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, il dit quelque chose de magnifique. Il dit « La femme est la gloire de l'homme ». Il est dit « La femme est la gloire de l'homme ». Je ne sais pas si vous avez... Il est quelle heure ? 17h20 okay. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Dieu, lorsqu'il a créé, en Genèse chapitre 1 et 2, Dieu, lorsqu'il crée la terre, sépare la lumière d'avec les ténèbres, et voici, il vit que c'était bon. Il sépare les eaux du dessus et les eaux du dessous, et voici, il vit que c'était bon. Il fait paraître le sec, et puis il voit que c'est bon. Il va créer les luminaires dans les cieux, il voit que c'est bon. Il crée les poissons, les oiseaux, il voit que c'est bon. Il crée les mammifères, les animaux, il crée l'homme, il voit que c'est bon. Il regarde tout ça et dit, voici, tout est très bon. Tout est bon, 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 bon. Dieu crée à la perfection. Et il va dire, dans toute cette perfection-là, il y a une chose qui est imparfaite. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça peut paraître un peu blasphématoire, ce que je vais dire là. Ça ne l'est pas. J'essaie un peu de rentrer dans le texte, mais lorsqu'on regarde les 2 premières parties de Genèse, on voit qu'il y a un vide dans la création de Dieu, un vide que même la présence de Dieu ne peut pas combler. Et pour combler ce vide-là, Dieu va créer la femme. C'est le dernier être créé, un peu comme la cerise sur le gâteau. Aussi est-il dit, la femme est la gloire de l'homme. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque j'achète une voiture et qu'elle est neuve, okay, j'ai une certaine gloire à rouler dedans. Elle est toute propre, elle sent bon, elle est pareillée, génial. Lorsque j'achète une voiture et que c'est une seconde moins, c'est un petit peu moins engageant. Puis lorsque je roule dans une vieille voiture qui a eu je ne sais combien de conducteurs avant moi, qui n'en ont pas pris bien soin,
Bien, je roule dedans la tête baissée. Hein? Ben, justement, non. Justement, non. Justement, souvent j'entends dire que oui, mais comment peux-tu dire à deux personnes de se marier si elles n'ont jamais couché ensemble? Il faut bien s'essayer. Là, regarde, une paire de chaussures, avant que tu l'achètes, tu l'essayes. Ben, je pense justement qu'une femme, c'est pas une paire de chaussures. Puis je pense qu'une femme, c'est pas une voiture. Ça a bien plus de valeur que ça. Et j'ai pas besoin de mettre mes pieds dedans avant de la marier. Une femme qui arrive au mariage pur, croyez et sachez que son homme aura confiance en elle. Non seulement qu'il aura confiance en elle, mais qu'il sera fier de l'avoir à ses côtés. Et parce qu'il sera fier de l'avoir à ses côtés, elle se sentira bien en sa présence. Parce que la femme est la gloire de l'homme, et ce qu'elle attend de son époux, c'est qu'il la regarde comme sa gloire et son bijou. À juste titre, Dieu a créé la femme pour être la gloire de l'homme. Mais lorsqu'une femme a eu des relations sexuelles avant le mariage, et c'est sali une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, plus, aujourd'hui on ne compte plus, croyez bien que l'homme qui la marie n'a pas la même confiance en elle, n'a pas la même fierté en elle. Parce qu'il n'est pas fier d'elle de la même façon, parce qu'il ne la voit pas comme sa gloire de la même façon, elle ne va pas se sentir bien en sa compagnie. Le lien entre les deux va être plus faible. Puis un jour, malheureusement, ça peut se finir par une rupture, un divorce. Alors c'est pas pour tous les couples. Grâce à Dieu, l'amour de Jésus se déverse, nous lave de nos iniquités et nous permet de porter des choses que naturellement nous n'aurions pas pu porter. Et certains couples réussissent à traverser la vie et à rester heureux malgré toutes ces choses-là. Mais pour beaucoup de couples et la majorité, ça se finit comment? Par un divorce. Ici en France, c'est combien de pourcentage des couples qui divorcent? Au Québec, c'est un peu plus de 50% des couples qui divorcent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas 100% des couples qui se marient. Ce qui signifie que sur le tout petit pourcentage des personnes qui se marient, 50% divorcent. Mais si on regarderait la totalité des couples, ceux qui vivent ensemble comme conjoints de fait, le taux de divorce au Québec doit avoisiner facilement les 80 à 85%. Si on prenait en considération les conjoints de fait. C'est absolument énorme. Énorme. Et ce sont des vies qui sont totalement brisées. Parlons des relations prémaritales, si vous voulez bien. Parce que oui, ok, Mehdi, donc on ne doit pas coucher ensemble avant le mariage. Mais à quoi ressemblent les relations entre un homme et une femme avant le mariage? À quoi ressemblent-elles?